L'interprète doit malheureusement vous quitter. Que l'empowerment des femmes, c'est également l'empowerment de toute la famille. Hein. C'est pas uniquement pour elles. Je ne sais pas si on va clôturer avec pour la traduction, mais bien sûr, on va laisser la discussion ouverte pour qu'on puisse avoir vos commentaires, vos questions. Isolina, je crois qu'on devra traduire nous-mêmes par la suite les questions, les réponses. On remercie les traducteurs qui nous ont soutenus jusqu'à maintenant. Et puis, bon, je ne sais pas si Isolina se porte volontaire pour la traduction. Je peux le faire avec toi également. Okay. I can Mais translate. là, une recommandation, s'il vous plaît, c'est que bon, vous présentez votre organisation. Si c'est un commentaire ou une question, ne vous étalez pas trop pour qu'on puisse donner la chance à tous les intervenants qui voudraient intervenir. Donc je prends une première série de questions. Ceux qui veulent intervenir. So a series of very short questions with short. your name and very focused because we have no interpretation. So I can help, and I will circulate my bank account, by the way. Yes, you will have to pay. Yes. Donc, 1, Cécile, 2, 3 et 4. On va revenir à une deuxième série de questions. Allez-y. Good morning. My name is Simon Savris. I'm Sorry. The first one is the last from there. We are going to take a second round of questions, please. Merci beaucoup, Fatma. Since you speak English and French, please speak in the two languages. So we are not going to translate your question. All right, okay, thank you. Congratulations to the presenters because they did a very good presentation. Mine is for Bab. Présente-toi, s'il te plaît, Rostin. Oh, pardon. I'm Cecil Rostin Akoha, M&E Principal Officer from ROPA, which is the Western African Farmers Organization. So my question, I have only one question for Babangona. I think the device they present, the mechanism is very great, but I just want to know, I want to have a bit details on the mechanisms. How do they select the farmers that they support? How do they choose them among their society, among the communities? La question que je voudrais poser, ça s'adresse à Babangona. Comment est-ce qu'ils font la sélection des petits exploitants qu'ils soutiennent au niveau de leur communauté? Il a dit que le niveau de paiement est très élevé. Les gens retournent le crédit qu'on leur donne. Mais comment est-ce qu'ils sélectionnent ces différents producteurs-là? Merci. Merci. Ok. Moi, c'est Birba Atanas de la Fédération des professionnels agricoles du Burkina. J'ai une question à l'adresse de M. Marco. Parce que notre fédération intervient également dans l'appui à la production auprès des petits producteurs à travers la mise à leur disposition des engrais. Mais le remboursement se fait en nature, pas en espèces. Et ça nous permet de collecter les céréales et de revendre. Mais on accompagne également ces petits producteurs au marché à travers une commercialisation groupée de leurs produits pour éviter qu'ils ne bradent leurs produits. Là, nous, on les accompagne dans la négociation des prix pour vraiment qu'ils accèdent à de meilleurs prix. Maintenant, comme eux, ils sont également dans pratiquement la même approche, en année de mauvaise pluviométrie, s'il n'y a pas de production intéressante, comment vous, à votre niveau, vous récupérez le crédit que vous octroyez aux producteurs? Parce que nous aussi, c'est un point sur lequel on est en train de réfléchir
pour voir, parce qu'on prend le crédit avec les banques, Merci, on Athanas. accompagne. Merci. Yes. Yes, so Mr. Biba Athanas is from FEBAPE in Burkina Faso, with the Federation of Producers Organizations in Grains and Cereals. They do support the producers in getting better prices, better market access, in grouping themselves, to sell the production. So the question he raises is to Marco, and because they face some challenges, so we would like to understand how you operate in the years, for example, where it has been no rain, drought, and others, to kind of get back the credit. Okay. Next one, please. Hello, my name is Professor Linson. I'm a neuroscientist very much interested in governance and education of tomorrow. I'm here to offer practical solutions beyond intellectual entertainment. There is a need for a tool to facilitate coordinated multi-stakeholder collaboration throughout Africa and beyond. And there is also a need for an appropriate training tool for all the stakeholders and potential farmers in Africa. We can provide this with the new capacity building program, with already 140 countries participating, and we are busy setting up our task force, so we are invited to contact us. I would like also to make a short comment regarding the intervention from the Commission. This is more related to Nora's intervention. Indeed, coherence is very far from being optimal, and the SDGs are, in fact, a sophisticated transcription of the new capacity building program, so sophisticated that they have become unimplementable. So I'd like to remind the audience and panel that there is a need, that we are faced with a global network of interconnected global challenges that can only be appropriately managed by first setting up a new global governance infrastructure based on trust. So now here, this is where the Commission comes in. Professor. Yes, I'm nearly finishing. They are speaking of a baseline. Well, a baseline must be based on trust. I had the impression that we have an imposed baseline that has been imposed by an imposed President, van der Leyen. So all this makes me rather uncomfortable. Thank you. Yes. To be in the subject of this panel, please, we can't go back to the first panel. So, Isolina... Alors, oui, professeur Linson, je vais traduire ce qui correspond à ce débat. Professeur Linson, qui travaille dans les neurosciences, alors il nous interpelle sur la nécessité. D'ailleurs, je me souviens que vous parlez français. Hein, la prochaine fois, vous traduirez. Que vous poussez pour des solutions très très pratiques et surtout pour un mécanisme ou un outil qui puisse faciliter le dialogue de tous les acteurs. Et dans ce contexte, y compris d'ailleurs renforcement de capacité et de formation. Dans ce contexte, il lance un nouveau programme de renforcement de capacité qui intéresse les producteurs et d'autres acteurs, et il invite dans plus de 140 pays, et il invite d'ailleurs à le contacter si vous êtes intéressé. Vous avez vu où il se trouve, et il aussi, ce qui rentre un petit peu dans une partie de ce que Nora disait, il faut qu'on réfléchisse peut-être à un nouveau modèle de gouvernance, en tout cas qui appuie les petits producteurs, au renforcement des petits producteurs dans des modèles de gouvernance qui les concernent. Merci. Le dernier pour ce... Oui, merci. Je m'appelle Joseph Kouchika. Joseph Kouchika, venu du Bénin, d'une organisation paysanne appelée Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin. Et là, je représente le cadre régional des organisations de producteurs de riz de l'Afrique de l'Ouest. Ma question s'adresse à M. Marco par rapport à l'appui, à la mise en place des financements. Quel est le taux de crédit que vous appliquez aux producteurs? So Mr. Joseph Kouchika is from Benin. He's from the organization of producers of rice. He's also representing the regional negotiation framework for rice in West Africa. His question is directed to Marco and to know what credit rate you apply to producers. Thank you.
Alors, étant donné que nous avons des questions juste pour Marco et pour Baba, alors c'est Cola, voilà, pardon. Nous allons prendre encore quelques questions. On a eu un commentaire, donc on va prendre encore quelques questions, comme ça vous pouvez répondre à toutes les questions. So since we have only two questions for Marco and for Cola, we are going to take other questions so they are able to answer after the second round of questions. So I see you have asked to... okay, who else? Est-ce qu'il y a d'autres questions? And please, if you are bilingual, you can ask your question in English and in French. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes bilingue, vous pouvez... you have understood me. Ok. Ok, 2. Donc, 1, 2. C'est bon. Et 3. La commission. Ok. So, please. Simon Savris, private advisor of Maria de Los Angeles Garcia from Dignity Service. I have a question. J'ai une question pour toute l'audience, for the whole audience. Come and join us if you want to rebuild the agriculture value chains in Sierra Leone. This is a project we have started 9 months ago. We had 4 visits. Nous avons débuté il y a 9 mois. Nous avons réalisé 4 visites et nous sommes prêts aussi à y associer la qualité des orateurs que j'ai rencontrés aujourd'hui à l'ACP CTA. And we will be associating the quality people representing the speakers today at CTA. We have private and public funding. We have developed a tool that allows us to develop a financing of national development priorities of countries, to start with Sierra Leone. Nous avons donc développé avec des acteurs institutionnels internationaux une capacité financière importante pour soutenir tous les plans nationaux de développement tels que les gouvernements les mettent en place. Je vous remercie et je serai ravi de vous rencontrer après le déjeuner. Merci. I'm David Mwonge from Uganda, a smallholder coffee farmer that works for a farmers organization called New Cafe. My question goes to Marco, and specifically on the access to finance. I don't know if in your work you have come across the need for patient capital or long-term financing for the smallholder farmers, because in most cases we are told long-term financing is for the bigger need. Thank you. Donc, David Mugomwe de New Café, qui est une grande coopérative en Ouganda, évidemment, qui produit du café. Sa question va aussi à Marco sur l'accès aux finances et notamment sur la finance de long terme, le crédit de long terme, qui, il comprend, est souvent réservé plutôt à de très grandes compagnies ou de très grandes organisations. Merci. Merci pour la parole. Bruno Leclerc, Commission européenne, DEFCO. La question va à tous les représentants des organisations paysannes. Questions goes to all representatives from the farm organization about commodity price on the world market and its fluctuation, which is a key issue that has not very much been raised during this morning session. And practically, I would like to have your opinion and your reaction and potential action related to the recent political call from Ivory Coast, Ghana, for an increase of the cocoa price. Thank you very much. En français, donc nous n'avons pas abordé durant cette matinée ou très peu la problématique des prix des denrées alimentaires sur les marchés mondiaux et sur la fluctuation de ces prix. C'est un problème autant pour les petits agriculteurs de la région ACP que pour les agriculteurs européens. Comment vous positionnez-vous par rapport à cette problématique majeure de prix au plancher? Et tout particulièrement, un cas concret, que pensez-vous et comment réagissez-vous et comment agissez-vous par rapport à la déclaration récente du gouvernement ivoirien et ghanéen par rapport à la fixation d'un prix plus élevé pour le cacao? Merci.
Merci Bruno. Donc là, on va faire un dernier tour de table parmi nos honorables panélistes. Donc je vous donne la parole pour 5-6 minutes à peu près, durant laquelle essayez de clôturer et de répondre aux questions. Have you understood? Or... Yes. Okay, perfect. So I don't need to translate. If you can. So it's a last round that I give 5 minutes for each panelist. For each. It's too long. Ah, no, not 5 minutes. 5 minutes to close. No, it's not each one is going to speak 5 minutes. No. During his intervention, we are not going to remain here till 2. Each one is going to answer the questions and to close with this panel. So I begin with Marco. Okay, thank you. Thank you for your questions, all of you. Let me try to be as brief as possible in answering them. They're sort of interrelated. I will first start with the interest rate. We follow the regular interest rates at MFIs. So this can range a little bit from 18 to even up to 24% annual interest. So this is not a reduced interest rate. It's a commercial interest rate because we feel the MFI has to be a sustainable organization. So we do not reduce it. However, I would like to point out that in, let's say, the setting of the smallholder farmer, we find they quite often even approach the informal finance, which has rates ranging up to even 100, 200% interest rates. So we find this is feasible, but it's actually necessary for MFI sustainability. So that's on the interest rates. Do you want to translate in between? Donc pour les taux d'intérêt qu'ils suivent sont les taux plus ou moins officiels, 18 à 24% de taux annuels. Ce n'est pas donc un taux réduit. Cependant, dans la partie informelle, souvent les taux de finance vont de 100 à 300%. Oui. C'est vrai. In terms of the long-term finance, yes, we find there is a need. On the one hand, it has to do with access to equipment, which is not a short-term investment. So in that sense, we are working on a leasing product that allows for this long-term finance. However, that goes beyond just a financial solution, because once you talk about equipment, you have to be there also thinking about maintenance, etc. So in that sense, it's a bit more complicated than just the financial part, but we are moving into that one. And also as a next step in the individual loans, we will be looking into multiple cycles. Farmers taking out a loan to cover multiple cycles of their harvest. Donc sur la finance, le crédit à long terme, alors en effet, ils ont quelques solutions. Une, c'est sûr, ça concerne surtout d'ailleurs l'accès à l'équipement qui, bien évidemment, n'est pas quelque chose de court terme. Et ils sont en train de travailler sur un produit de leasing dans ça, de crédit. Deuxièmement, en fait, ce n'est pas uniquement aussi un problème de finance, parce que très souvent, dans les problèmes d'équipement, il y a un problème de maintenance. Donc, ce n'est pas uniquement d'avoir l'argent, mais toute une série, c'est assez complexe. Mais ils sont aussi en train de travailler sur un crédit individuel qui s'occupe aussi de cycles multiples pour les producteurs. And finally, on the repayment, we work with MFIs to install with them a tool for improving the risk, the loan assessment, better understanding the agricultural risk. So they go through the whole series of questions, which includes the land size, the crop, the market prices, the prices of labor, prices of inputs. So they better understand what is the loan size required and then actually project towards the repayment capacity at harvest time. So normally that risk assessment procedure helps them to enhance, to increase their loan repayment. There is a bit of a caveat, how do you pronounce, where external shocks like droughts can disturb a system. Now that one is not included, but we do then work on client protection principles that actually say the moment a farmer defaults based on a drought, for example,
the loan is restructured. He does not lose the collateral, but the loan is restructured for payment at a later time. So we try to include that as well. And third, at MFI level, we ensure at portfolio level they don't invest too heavily in an agricultural portfolio because this opens them as institutions up to that risk. So we look at a spread in that portfolio so that at their level also the risk is a bit more managed. Sur la partie de paiement, de remboursement, il travaille avec les institutions financières de manière à ce qu'ils aient une meilleure compréhension du risque agricole qui comporte ou qui inclut certains facteurs. Donc, il travaille beaucoup sur les évaluations de risque, la terre, enfin la size de la terre, quelle culture, quel prix de marché, quel prix des inputs, etc. Donc, pour mieux comprendre le crédit qui est nécessaire et donc adapter la capacité de remboursement de manière plus réaliste. Alors, sur la question des chocs, des sécheresses ou des choses comme ça, ce n'est pas intégré actuellement dans le crédit, mais ce qu'ils font, de manière bien entendu à ce que le client récupère le crédit, c'est de travailler sur la restructuration du crédit, en fonction évidemment des catastrophes qui ont eu lieu, de manière à ce que la personne ne perde pas le crédit en soi, mais qu'il soit restructuré. Et ensuite, aussi travailler avec les institutions financières, de manière à ce que le portefeuille soit plus large, que uniquement la partie agricole, mais que le risque soit, disons, divisé dans plusieurs parties de secteurs. Oui, c'est ça. Okay. Thank you, Marco. Now I give the floor to Mamadou to give his final remarks and especially perhaps answer the question of Bruno. Donc là, je donne le micro maintenant à Mamadou, qui va parler dans les deux langues. Comme ça, tu peux te reposer, Isolina. Et notamment, peut-être répondre à la question de Bruno, de la Commission européenne. Merci beaucoup. Assez rapidement, donc, par rapport à la situation du Côte d'Ivoire, je pense que c'est le reflet de ce qui se passe au niveau de l'ensemble du continent. Qu'aujourd'hui, la question de la fluctuation des prix pose énormément de problèmes aux producteurs. Souvent, il y a des incitations à travers des financements en amont qui poussent à cette augmentation de la production, mais la question des marchés pose énormément de difficultés. Donc, on a vu que les mesures qui avaient été prises par la Côte d'Ivoire et le Ghana avaient porté des fruits parce qu'il y a eu un impact sur les prix sur le marché, compte tenu de la position de ces deux États. Mais malgré cette position de monopole, parce que plus de la moitié de la production de cacao se trouve dans ces deux pays-là, malgré cette position, je pense qu'il y a eu aussi une contre-offensive du marché, donc qui était de pousser à rabaisser, compte tenu du fait aussi que les acheteurs sont, la clientèle est plus ou moins non diversifiée. Donc, compte tenu de cette situation, on voit aujourd'hui qu'il doit avoir une cause commune. Le cacao est juste une porte d'entrée, mais que c'est l'ensemble de la structuration du marché international doit être repensée. Donc, les États ont intérêt aujourd'hui à investir en amont dans l'industrialisation et la transformation même semi-industrielle de ces produits, et qui peut permettre non seulement de créer de la richesse à l'interne, mais d'éviter ce que le Ghana et la Côte d'Ivoire ont connu. Donc il faut aller dans une approche d'abord interne d'industrialisation en termes de production de chocolat et d'autres produits associés à l'intérieur de la région, et deuxièmement, et de contribuer à avoir cette position de force dans les négociations de ces marchés et créer aussi les conditions par rapport à d'autres pays qui sont intéressés par la production de ne pas avoir ce système de monopole au niveau de l'achat. Donc c'est ce que je peux dire. Et le problème n'est pas seulement la Côte d'Ivoire et le Ghana, le problème doit être un problème régional de l'Afrique de l'Ouest, parce que ça joue sur l'économie régionale, compte tenu du fait aussi que la Côte d'Ivoire en difficulté ou le Ghana par rapport à cette production aussi contribue à baisser les revenus qui sont gérés par la CEDEAO pour assurer l'investissement dans différents pays. Alors, juste pour terminer, je vais revenir sur le tout en anglais. Je voudrais passer trois messages essentiels que je n'ai pas eu l'occasion de dire. Premier message, je l'ai déjà évoqué. Les outils aujourd'hui de financement qui sont proposés ne sont pas du tout adaptés à l'accompagnement des exploitations agricoles familiales. Il faut qu'on soit conscient aujourd'hui qu'on ne peut pas financer la plantation d'un manguier et le lendemain demander à ce qu'on rembourse cet argent. Les gens payent l'argent parce qu'ils ont honte d'être humiliés dans le village. C'est tout. Sinon, ce n'est pas du tout la création de la richesse à l'intérieur de l'exploitation qui fait rembourser.
les systèmes de microfinance que nous avons aujourd'hui doivent être adaptés à ceci. Et donc, il y a dans la bonification des taux d'intérêt doit être une priorité. Ensuite, le financement public doit être la priorité aujourd'hui pour assurer un financement durable. Et donc, parce qu'on constate qu'en Afrique de l'Ouest, plus de 80%, je vous dis, des financements qui vont aujourd'hui dans l'agriculture vont dans l'achat des intrants chimiques. Donc, c'est récurrent. Chaque année, il faut aller dans le même système. Ce n'est pas durable. Il y a des problèmes structurels qu'on a mentionnés ici qui ne sont pas pris en charge tout simplement parce que les modes de financement qui viennent très souvent du secteur privé ou d'autres types d'investissements ont un lien avec le marché des intrants chimiques dans la région. Donc, ce n'est pas durable. Il faut changer de palier. Troisième message que je voulais aussi faire passer, c'est que les approches partenariat public-privé aujourd'hui qui excluent les organisations paysannes sont préjudiciables à la durabilité du système qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Il faut repenser ce système-là. On ajoute un 4MP où je crois qu'on doit remettre en cause les pays qui sont en train d'élaborer des lois partenariat public-privé. C'est impensable de voir des lois. Si tu peux traduire, merci. Tu traduis, ça va aller plus vite. No, I was just to end up for the question that was raised by European Union. I said that this is not Cote d'Ivoire and Ghana problem. It's the whole region that should be interested in this because what happened, Cote d'Ivoire and Ghana, when they decided just to pull out the prices on the international market, they succeeded because they have the highest rate, more than 60% of the global production of cocoa is from these two countries. So because of that, they succeeded to push the buyers to increase the price. That has been very contributive to small-scale producers in Cote d'Ivoire. But at the end of the day, there is a change because the fluctuation and the volatility of prices at international market push them to go back again. So it's a big loss for these two countries. So it should be, first, an internal action to create conditions for processing cocoa in the region, creating jobs also, but also adding value to this production. These are internal things. And secondly, to increase the capacity of negotiation of these two countries, but also the whole region, to impact on this international market, because they have the highest rate, and they should be in a position to fix the price of this commodity in the international market. And I just mentioned that I have three messages to share. The first one is that the funding system of family farming is not adapted to the sustainability of this, because there are so many things that I mentioned also that we need to change completely the banking system in these countries to allow family farming to be sustainable. Secondly, that public funding system should be the priority to ensure that there is a sustainability of the system. And thirdly, that the private partnership, as the model that we have actually, is not feasible for family farming system because family farms are excluded from it. Secondly, that is just creating conditions for economic growth in the country, but the biggest share of the revenue will go out of the country. So these are things that we need really to incorporate in our processing, that laws on partnership, public partnership agreement should completely be reframed with a new paradigm on this sense. Merci beaucoup, Mamadou. Kola, you have 2 or 3 questions. I don't remember, so if you can close. Thank you all for the excellent questions. So on the question of how we select members, so basically, over the years, we've developed and refined a psychometric test that we've deployed now to over 200,000 members that now we've fully digitized, where a field officer in the most remote locations can sit under a tree or next to somebody at a wedding and take them through the entire assessment process, all the way through to helping them build their mini farmer cooperative, doing the field assessments and managing the risks of understanding if their fields are appropriate for the crops that they want to do, literally all the way to the point where we actually disperse the loan and able to do that all offline. On the questions, or I think there's some questions around insurance, and on the insurance side, I think it's and managing the risks of pest, disease, weather. This is an area that we've spent an extensive amount of time on, considering that we have tens of billions of dollars that we've put out
at risk to smallholder farmers. So we actually developed Nigeria's first weather index insurance product in partnership with Swiss Re, and now taking that one step further to actually create a yield index insurance product. So it's a multi-peril risk insurance product, so that if it's drought, flood, pest, whatever that impacts yield within a tight geographic area, you can actually then farmers can get payouts on that. So I'm happy to chat with anybody about that offline. And then now we are innovating in a specific insurance product to a specific farmer and figuring out ways to manage the efficiency of that. On the issue of interest rates, one of the key things that we've done to keep interest rates very low, particularly because we're dealing with very low value products, we finance maize, which is very low margin product, is to ensure that we're able to make a margin not just from interest, but a margin on the input side and a margin on the actual sale of the commodity itself. So because we're able to make a margin across those three areas, while at the same time using the same person to deliver all three services, we're able to amortize the cost of that person and significantly reduce interest costs. On the long-term financing piece, the reality is that it's very difficult to do long-term financing for smallholder farmers. Our way that we've identified how to do that is by actually we take on the risk of the asset. So we've done this now with harvesting equipment. So today we run Nigeria's largest harvesting operation. We've invested in about 300 ton per hour of equipment to harvest, and then we lease that equipment on a pay-for-use basis to farmers. Same thing we've done on storage. We've invested millions of dollars in storage capacity, which we then lease to farmers on a pay-for-use basis. Finally, to touch on Mamadou's point, we completely agree that we need to rethink the way that we do agricultural lending on the continent. I believe we need to learn from the successful models of others, which hands down the most successful model today is the U.S. Farm Credit System that leverages the public debt markets to raise $200 billion a year to finance farmers through a dedicated network of agricultural lending institutions. So we are actually in the process right now of developing that network of grassroots level dedicated agricultural lending institutions that will then be able to, in good times and in bad times, lend to farmers. And because they're specialized lenders focused on specific commodities, not doing everything, just 1, 2, 3 commodities in a particular geography, they can utilize that expertise to manage the risk and ensure that clients are profitable. Alors, sur la question de comment ils sélectent les membres, en fait, c'est tout un processus, c'est pas une intervention unique. Très souvent, ils travaillent, comme il vous l'a dit, dans le nord du Nigeria, donc avec des producteurs qui sont dans des zones très isolées, donc très souvent avec des outils offline, mais une combinaison aussi de en ligne. Ils les digitalisent, ils essayent d'avoir le maximum d'informations, y compris les appuyer à construire des coopératives. Voilà. Sur l'assurance, il y a eu plusieurs questions. Alors, de nouveau, il y a plusieurs interventions. Une, c'est d'essayer de voir comment réduire les risques. Alors, surtout avec des outils comme assurance pour le climat ou sur les sols, etc. Donc, ils ont plusieurs projets avec des grandes compagnies d'assurance comme Swiss Re et des produits innovants qui regardent à des finances très précises aussi sur des chaînes de valeur qui sont, comme il vous l'a dit, le maïs, qui sont plutôt faibles. Donc, ils essayent de voir comment ne pas dépendre, leur marge de gain ne dépendent pas uniquement du crédit, mais sur un ensemble d'interventions. Par exemple, l'équipement, l'achat d'input, de contribuer, ils le font de manière importante. Et après, ils louent, que ce soit la mécanisation ou d'autres choses, il le loue de nouveau aux producteurs sur une base d'utilisation, paiement uniquement par utilisation, chaque fois que c'est utilisé. Pour le financement de très long terme, c'est très difficile en fait pour des petits producteurs, l'appliquer aux petits producteurs. Ils pensent qu'un des systèmes les plus efficients qu'ils sont en train d'essayer de copier ou en tout cas d'adapter, c'est celui du système de crédit aux États-Unis, système de crédit
Crédit Agricole, qui fait en fait qu'il est basé sur un très grand appui public qui en fait a des institutions qui sont vouées uniquement à des chaînes de valeur très spécifiques et des interventions très spécifiques dans ce cadre-là. Merci Isolina. Annick, il n'y avait pas eu de questions spécifiques, mais tu n'as pas une autre intervention, tu ne voudrais pas rajouter quelque chose? Merci beaucoup. Bon, avant de repasser la parole au CTA, j'aimerais vous remercier d'abord pour tout le soutien que les organisations paysannes bénéficient au cours de cette semaine, mais au cours des dernières années de coopération. Je voudrais informer les participants que les organisations paysannes africaines ici présentes sont là pour toute la semaine, donc en collaboration dans le cadre d'un partenariat stratégique avec le CTA pour la capitalisation de cas réussis. Et donc, demain, c'est une journée, la matinée sera ouverte aux partenaires qui seront intéressés de prendre part à cet atelier. Les organisations, les leaders ici présents auront l'occasion de présenter leur cas de réussite. Et donc, s'il y a des partenaires qui sont intéressés à investir, à soutenir des cas, vous êtes les bienvenus. Donc, demain à 9h, à l'hôtel Marivaux. Donc c'est ouvert pour la matinée pour les partenaires. Voilà, je vous cède la parole. Merci beaucoup encore et bon appétit à tous. Merci Fatima. Well, we had a very intense... Sorry, I haven't translated it in English. Oh. Only very quickly, I'm sorry I forget to translate, so thanking CTA for the support, but I've announced that farmers' organizations are here for all the week with the support of CTA to work on capitalization of successful cases. Tomorrow morning, it's open to partners, so it's going to be an open session. So partners who are interested to support, to invest into successful cases, you are welcome tomorrow from 9 at Hotel Marivaux. Thank you very much. Thank you, Fatima. Well, I'll be very brief. We had a very intense morning with lots of important presentations and perspectives. I think we established very clearly the importance of smallholder agriculture in terms of meeting not only food and nutrition security, but also sustainability and the SDGs and so on. So I think it's very clear that if anyone has doubts, and it often happens that in policy, governments try to move from smallholder to large-scale farms, but they really have to understand that the basis of food production and sustainability are really smallholder farmers. So that was very clearly established, and of course we looked at the governance and the policy framework that exists at local and global levels, and whether they are effectively working to support smallholders. I think there were some very good lessons, a lot of work that needs to be done to make sure that some of these policy frameworks are actually supporting smallholder producers. Of course, we had a lot of discussion around finance, credit, and so on. I think the challenge is, from the cases that we have heard, the big challenge is how do we scale up and reach out to the millions of smallholder producers that we have in Africa and other parts of the world. So this has been a very rich discussion with lots of lessons, and I hope that everyone has benefited and the morning has been worthwhile. So as usual, I like to again to thank our speakers, excellent speakers with, who have done a lot of preparation to make this very useful morning. The chairs, the two chairs, we are very happy. Normally we ask ambassadors to chair these sessions, so it's quite a unique opportunity to have the leaders of farmers' organizations
actually chairing these sessions and sharing their perspective. So my thanks to Fatima and Ismail for your excellent chairing this morning. Of course, the interpreters have left us now, but I'd like to thank them as well. And my CTA colleagues, Isolina, and the other colleagues who all work very hard to make this happen. And you could see that the interest continues to be there, and we get a lot of people to come and attend this session. So I'd like to thank my colleagues as well. And finally, of course, to all of you, the participants, for taking the time to join us and actively engage in these discussions. So thank you very much, and I invite you to join us at the networking lunch. And the next briefing will be on the 23rd of October, and it will be around regional trade. As you know, this is a very hot topic now, and we'll have, I'm sure we'll have a very interesting briefing as well around this topic. So thank you, and Isolina can very briefly maybe just summarize. Donc, le directeur du CTA remercie l'ensemble, bien sûr, des intervenants et des participants. Il a trouvé les présentations et les perspectives très variées, d'ailleurs très, très intéressantes, et qui ont mis en exergue l'importance des petits producteurs et de l'agriculture familiale, non seulement en termes de sécurité alimentaire et nutrition, mais aussi de durabilité de l'agriculture et des objectifs du développement. Si quelqu'un dans la salle avait des doutes sur l'importance de la petite agriculture, il ne devrait plus l'avoir, mais nous sommes tous des alliés des producteurs. Ce qui importe, c'est que les gouvernements et les politiques qui souvent pensent que c'est plus facile de passer d'un système de petite agriculture à très grande agriculture comprennent en effet que la petite agriculture est aussi très résiliente et très efficace. Et ça, c'était le but, en tout cas, de cette session. Nous avons eu des présentations très intéressantes aussi en matière de politique sur la gouvernance, non seulement locale, mais avant tout globale, puisqu'elle détermine beaucoup des impacts locaux. Donc ça, c'est très, très important de suivre comment les intérêts et la protection des petits producteurs s'inscrit dans cette gouvernance-là. Et un autre point qui est très important, nous avons pu avoir quelques petit résumé d'interventions positives, mais c'est toujours très limité, et c'est comment en faire d'autres et comment mettre à échelle et multiplier les succès pour des millions de petits producteurs qui en ont besoin. Alors, il remercie les excellents intervenants qui, bien évidemment, ont passé beaucoup de temps dans les préparations. Il remercie, vous savez que les briefings sont faits une demi-journée un peu pour aussi impliquer les politiques ici à Bruxelles. Donc, souvent, on a des modérateurs de session, des présidents de session qui sont des ambassadeurs. Ici, c'était des producteurs à juste titre. Alors, il remercie personnellement et au nom de vous tous Ismaël ainsi que Fatma, qui sont des leaders d'organisations paysannes. Il remercie les interprètes, il remercie l'ensemble du staff du CTA qui prépare les briefings, et il voit que l'intérêt est toujours là par rapport à toute votre participation. Il vous remercie tous. On vous annonce que le prochain briefing sera le 23 octobre. Il portera sur les opportunités du commerce régional, comme on l'a vu aujourd'hui aussi. C'est très très important et c'est un moment très crucial, non seulement en Afrique, mais au-delà. Et alors, on vous souhaite un très bon appétit et on vous remercie. Je suis désolée si j'ai fait des petites erreurs d'interprétation. Pardonnez-nous.